Je me souviens très bien de son arrivée et de ce que cela signifiait pour tous les supporters du Barça. À cette époque, on faisait nos stages de préparation aux Pays-Bas et je crois me souvenir qu'on avait déjà eu l'occasion de le voir jouer. Je me souviens parfaitement de la finale remportée par l'Ajax contre le Panathinaikos. Ça a été un des plus grands événements de ma vie. À l'époque, j'étais étudiant. C'était fréquent d'entendre parler de Niskens à cette époque. Il jouait à l'Ajax et l'Ajax était l'équipe du moment, avec des joueurs comme Kaiser, Niskens, Cruyff ou Rep, Krol et tous les autres. Il n'y avait pas beaucoup de matchs télévisés, mais on l'avait suivi lors du mondial en Allemagne. La première fois que j'ai entendu parler de Niskens, c'était lors du mondial allemand. Je travaillais à la radio Barcelona. Et on voit jouer une des vedettes des Oranges Mécaniques, un joueur dont on disait qu'il devait venir au Barça. Un joueur à la puissance impressionnante et très polyvalent. Il jouait à tous les postes et marquait des buts. On voyait bien que c'était le complément idéal de Johan Cruyff. Cette année-là, on avait remporté la Liga après 14 ans d'attente. Le Barça était donc euphorique. La nouvelle de son arrivée n'était pas bien perçue par tout le monde. À cette époque, on avait Jorge Sotil, un joueur très charismatique. On avait le droit à l'époque qu'à 2 étrangers. Sotil a été sacrifié. Les gens l'adoraient, mais Niskens est arrivé avec cette belle chevelure blonde et il a rapidement captivé tout son petit monde, et les femmes aussi d'ailleurs. Le Barça a toujours eu besoin de 2 types de joueurs. Les joueurs techniques et spectaculaires d'une part et les joueurs combatifs d'autre part. Les joueurs combatifs dont l'activité et la combativité sur le terrain cachent les capacités techniques. Par exemple, un joueur comme Carles Puyol possède une belle technique, mais tout le monde, finalement, le définit par rapport à sa force. Il était capable d'aller faire le pressing dans le camp adverse et de venir récupérer des ballons dans son camp. C'était un joueur très complet. Sa générosité dans le jeu était si grande qu'il était capable de venir récupérer en défense, de faire le pressing sur un attaquant et il était partout. Niskens n'était pas très grand, mais il était bon de la tête. C'était un joueur très complet. Très complet, une grande force physique, beaucoup d'agressivité au bon sens du terme. Très noble, un joueur qui courait pendant 90 minutes. À cette époque, le public était conscient de cette activité inlassable, alors qu'aujourd'hui, on est habitué à voir courir les 11 joueurs et même le gardien. À cette époque, il n'y avait que 3 ou 4 joueurs qui couraient, surtout au Barça. Avec Rezac, Martial et Cruyff, le Barça avait des joueurs qui techniquement étaient exceptionnels, mais qui le reste du temps se bornaient à évoluer dans leur registre. Ce qui n'était pas le cas d'Asensi et Niskens. Et il marquait des buts, même si les pénaltys n'étaient pas vraiment son fort. De lui, on se souviendra des pénaltys dans le pur style Niskens, des véritables coups de canon. Il y avait un truc super avec lui. Quand il poursuivait un adversaire, il se jetait à terre et lui volait le ballon très proprement. Un grand nombre d'arbitres n'appréciaient pas vraiment cette façon qu'il avait d'aller récupérer le ballon. Sur chaque action, il risquait toujours l'expulsion. Avec lui, le football a connu une véritable révolution. C'était un joueur qui utilisait vraiment toutes ses aptitudes physiques et il s'est mis le public dans la poche grâce à ça. Il s'est rapidement attiré les faveurs du public. Les gens étaient avec lui dès le premier jour. C'était une idole. C'était une idole pas seulement à Barcelone, c'était déjà une idole avec la sélection néerlandaise, avec l'Ajax. Je le répète, c'est un joueur que tout le monde aimait. Si Niskens avait joué de nos jours, il aurait été un joueur charismatique, médiatique. Il jouait avec des protèges tibias blancs, le maillot hors du short. C'était sa marque de fabrique. Son look jeune et rock'n'roll le différenciait vraiment. Avant, on était habitué à ce que les joueurs soient plus bruts, plus sportifs. Ils ne faisaient pas attention vraiment à leur look. Ils n'attiraient pas l'attention en fait.
Neskens était un joueur qui attirait l'attention. On voyait sur le terrain. Il était plutôt beau gosse et élégant. C'était un sex symbole pour mes amies féminines. Il faut reconnaître qu'il avait du succès auprès des femmes. C'était le David Beckham de l'époque, mais plus proche des gens et plus sympa. Je crois vraiment que sa présence a fait venir plus de femmes au Camp Nou. Quand il est arrivé, c'était un peu un grand gamin. Un bon gars, ami avec tout le monde. Un type sensationnel. Il faisait très attention à lui. Il mettait beaucoup de gel, par exemple, et parfois on ne le reconnaissait pas. Et il y avait un truc marrant. Quand on sortait ensemble faire la fête, s'il dépassait les limites, s'il buvait un peu trop, eh bien après il restait 15 jours ou 3 semaines sans toucher une goutte d'alcool, ni de vin. Et le plus extraordinaire dans tout cela, c'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais le jour suivant, on devait s'entraîner et il courait toujours autant. Quand Niskens est arrivé, il était un peu comme le petit frère de Johan Cruyff. On voyait qu'il avait peur de son aîné, mais Cruyff, qui était déjà le patron dans les vestiaires, le guidait partout. Quand il est arrivé, c'était le truc typique, comme il était néerlandais, il était tout le temps avec Cruyff. Mais au bout d'un mois, il ne disait toujours pas bonjour. Je me souviens que Niskens a appris l'espagnol assez vite. Et alors, ils ont pensé que la seule solution, c'était de mettre Cruyff tout seul dans son coin. On voyageait à 15, et lui, eh bien, on va le mettre avec Rexach. Et du coup, pendant les 5 ans qu'il a passé ici, eh bien, on a voyagé ensemble. Il parlait l'espagnol avec un accent catalan. Son espagnol a toujours été meilleur que celui des deux autres néerlandais, Rinus Michels et Johan Cruyff. Au bout du compte, de tous ceux qui sont passés par ici, eh bien, c'est celui qui parle le mieux l'espagnol. On s'est pas trop mal débrouillé. Je me rappelle d'une interview que j'ai faite de lui en 1983 pour le journal. J'ai fait l'interview en catalan car il le comprenait très bien, mais il n'osait pas le parler en fait. C'était une des premières interviews réalisées sur TV3 où le journaliste parlait en catalan. Et lui, il nous a répondu sans problème, parfois même en catalan d'ailleurs. Je conserve un très bon souvenir de lui sur le plan professionnel. Je suis allé le voir à la clinique de la Sagrada Familia alors qu'il venait de subir une opération importante. Vous savez, quand je suis arrivé à l'étage où il résidait, j'ai vraiment été impressionné. On aurait dit un jardin tellement il y avait de fleurs, de cartes de supporters. C'était vraiment impressionnant de voir combien les fans du FC Barcelone l'aimaient. On se souvient du départ de Larsson cette saison et de l'affection que lui portait un public qu'il adore. Eh bien, la popularité de Larsson n'atteint même pas 10% de celle de Johan à cette époque. Je me souviens de beaucoup de matchs de Neskens. Mais les gens veulent toujours un jour ou une date. Alors ils te parleront sûrement de la finale de Bâle. Ce devait être son dernier match, il le savait et pourtant il a tout donné. Tous les regards étaient portés sur lui lors de cette finale à Bâle. C'était bien compréhensible. On savait que c'était son dernier match au Barça, même si la Vox Populi voulait qu'il reste. Ce match a été très difficile à jouer pour lui. Le retour avec la coupe a dû être pas évident à digérer. Toute l'équipe a très bien joué, mais pour lui c'était spécial. Il savait que c'était son dernier match avec le Barça. Il a été l'un des meilleurs joueurs et c'était un de ses meilleurs matchs avec le FC Barcelone. C'était le cri de guerre Niskens, Niskens sur le balcon du palais de la Generalitat. Ce soir-là, sur la Plaza San Jaume, ça a été une émotion particulière pour tout le monde. Pour lui d'abord, car il savait qu'il partait. Pour le public, car il voulait qu'il reste. Et pour ses coéquipiers, car il nous avait vraiment marqué.
Je me souviens qu'il était vraiment très ému. Il savait qu'il s'en allait et c'était un homme fort, un footballeur. Pourtant, c'est un des premiers footballeurs qu'on a sans doute vu pleurer. Je me souviens des célébrations au Camp Nou. Il était là, assis à pleurer, et tout le stade, tout le monde scandait son nom et criait « Niskens oui, Nunes non ». Nunes venait d'être élu président, c'était sa première saison. La situation était compliquée. Les gens adoraient Niskens, et quand il est parti, il n'a fait aucune mauvaise déclaration. On n'a jamais entendu de critique de sa part contre cette décision qui lui a pourtant fait très mal. C'est un homme qui a beaucoup donné pour ce club, y compris le dernier jour, lors de la finale de la Coupe des Coupes, à Bâle. Il a démontré qu'au-dessus de tout, il y avait son intégrité, rentrer sur le terrain pour défendre des couleurs qu'il a aimées comme peu de joueurs. L'année suivante, lorsque le Barça n'allait pas très bien, quand on jouait mal à domicile, le public scandait « Neskens, Neskens » pour faire comprendre aux dirigeants qu'ils avaient été stupides de laisser partir un tel joueur. Je crois que le Barça est si grand que les erreurs qui ont pu être commises envers certains joueurs qui sont partis par la petite porte ne sont rien au vu de la grandeur du club. On oublie rapidement qu'ils ont quitté ce club en catimini. En revanche, on n'a pas oublié qu'ils ont appartenu au club. On a vu avec Niskens ou d'autres joueurs. Alors, on n'écoutera jamais un joueur parti par la petite porte et qui parle mal du club. Comment interpréter cela? Je suis vraiment heureuse du retour de Niskens au Barça. Il sait vraiment ce que représente le Barça pour notre région. Je crois que ce n'était que justice, même s'il n'était revenu au Barça que comme ambassadeur du club. Je ne sais pas ce qu'il apportera à Rijkaard ni quelle sera la nature de leur collaboration, mais je considère que Niskens est un ambassadeur universel du Barça. C'est un homme qui sait comment vivre dans un vestiaire. Vestiaire constitué de vedettes où chaque joueur est susceptible d'agir n'importe comment à un moment donné comme nous avons pu le faire à notre époque. L'autre avantage, c'est qu'il a déjà été en contact avec Rijkaard, avec la sélection néerlandaise et avec Hiddink. Si Niskens est capable d'apporter ne serait-ce que la moitié de l'intensité qu'il mettait dans ses matchs, la compétitivité du Barça augmentera d'au moins 20%. Et en plus, c'est un authentique coulé. Il va apporter du barcelonisme au niveau de l'encadrement technique, comme ont pu le faire avant lui Eusebio ou Unidze.